suis voilà, Marie Decalde, je suis neuropsychologue, effectivement, au Centre ressources en réhabilitation psychosociale et remédiation cognitive. Donc, je vais vous parler voilà, de la remédiation des fonctions exécutives dans les TSA, effectivement, adultes, essayer de faire un petit peu le point sur ce qui peut se faire et puis parler du trouble exécutif de façon plus générale. Et voilà. Donc, pour le TSA, donc dans les critères diagnostiques, on a les difficultés de communication sociale et bien sûr les comportements répétitifs avec intérêt restreint. Et en fait, ici, je me place donc dans le champ du TSA sans déficience intellectuelle et uniquement chez les adultes parce que c'est vraiment cette population-là qu'on reçoit, nous, en réhabilitation. Donc, le champ d'intervention auprès de cette population-là, il va vraiment en fait, ne pas s'intéresser aux comportements répétitifs, parce que sur cette population-là, il y en a quand même relativement peu. Et puis les intérêts restreints, ça va plutôt être des choses positives dans la vie des personnes. Donc l'intervention va s'axer quasiment uniquement sur les difficultés de communication sociale. Pourtant, donc ce qu'on retrouve comme plainte chez les personnes qui présentent un TSA, c'est bien sûr le handicap social, et c'est ce qu'on voit le plus, et notamment chez les professionnels de santé qui sont pas ceux qui ne sont pas formés spécifiquement au TSA. Tout le monde pense handicap social, alors qu'il y a plein d'autres difficultés associées au TSA, et notamment les difficultés de fonction exécutive. Ces difficultés de fonction exécutive vont en plus avoir des répercussions sur différents aspects de la vie courante. J'y reviendrai après. Pour poser un petit peu le cadre théorique, donc les fonctions exécutives, c'est vraiment les fonctions cognitives qui vont être responsables ou impliquées dans la mise en œuvre d'un comportement qui va répondre à une situation nouvelle et problématique. Donc, par exemple, c'est quand vous êtes parti de votre hôtel ce matin pour rejoindre le colloque de la FRC, vous aviez prévu votre trajet en métro, mais qu'il y a eu un problème de métro, et donc vous avez dû vous réorganiser pour prendre 3 bus différents, traverser tout Paris et arriver ici, à l'heure. Donc, à notre connaissance, donc malgré les difficultés importantes en fonction exécutive chez les TSA sans DI adultes, il n'y a pas de programme de remédiation cognitive qui soit spécifique. Donc, pourtant, on sait que l'évolution des fonctions exécutives serait parallèle en fait à l'âge adulte entre le TSA et les contrôles, c'est-à-dire que le déficit qu'on observe chez les enfants, et dont Émilie a parlé de remédiation, le déficit il reste présent chez les adultes. Les fonctions exécutives, elles ont un impact important sur la qualité de vie et sur la réussite académique. Elles sont liées aux compétences en théorie de l'esprit, donc la bonne capacité des fonctions exécutives va aussi avoir un impact sur le handicap social. Et puis elles sont impliquées dans les comportements répétitifs et intérêts restreints, puisque bien sûr pour pouvoir fixer son intérêt sur autre chose que par exemple les trains, il faut pouvoir faire preuve de flexibilité. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est d'essayer de faire le lien entre les données de la littérature scientifique et puis les observations cliniques qu'on peut se faire entre nous pour essayer de caractériser un petit peu le trouble exécutif dans les TSA, donc comme je le disais, sur une population adulte sans DI. Et puis, donc, j'ai choisi des études qui utilisaient des tests et des cadres théoriques similaires à ceux utilisés en pratique clinique. Parce qu'il peut y avoir sinon des études qui utilisent des cadres théoriques ou des termes qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on utilise en pratique clinique. Et du coup, ce n'est pas forcément facile de faire du lien. Là, l'objectif, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui puisse ensuite vraiment faire lien avec notre expérience. Et puis, dans une deuxième partie de présentation, je vais essayer de présenter donc 2 études qui ont essayé de mettre en place de la remédiation dans cette population et puis de réfléchir à ce qui pourrait être fait pour essayer d'améliorer les prises en charge. Donc, je me place dans le cadre théorique du modèle de Diamond, donc, qui donne 4 principales fonctions exécutives. Donc, la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur, la flexibilité mentale
Et puis, donc, les fonctions cognitives de haut niveau. Et en fait, moi, je vais uniquement présenter des choses sur la planification, parce que comme on le voit ici, le raisonnement et puis la prise de décision, c'est plutôt de l'intelligence fluide. Ça va être mesuré, pas forcément avec des tests qu'on qualifie de fonctions exécutives. C'est plus des choses comme les matrices ou des choses comme ça. C'est un petit peu différent. Donc, pour ce qui est d'abord de la mémoire de travail, donc je reprends un peu les tests utilisés parce que je ne suis pas sûre que tout le monde dans la salle soit très familier avec l'ensemble des tests neuropsych. Donc, pour la mémoire de travail, en modalité verbale, on va souvent utiliser des emprunt de chiffres en vers. Donc, le thérapeute donne une liste de chiffres et le patient doit les répéter à l'envers. Ou alors des tâches de NBAC. Donc, le patient voit une série de lettres ou de chiffres. Et puis, il doit déterminer, par exemple, quand le chiffre qu'il voit était le même que celui de N et C avant. Donc, ici, par exemple, 2. Et puis, les tâches de mémoire de travail spatiale, c'est la même chose que les enfants en vert. Simplement, le thérapeute montre des cubes au patient et le patient doit les remontrer en sens inverse. Et bien sûr, le patient ne voit pas les chiffres et sont simplement là pour aider le thérapeute. Donc, ici, on a un tableau avec donc, différentes études. On voit que pour la mémoire verbale, donc, il y a des études qui trouvent des résultats finalement dans la norme des mémoires de travail verbal, et puis l'étude de Kiep et al. Qui par contre trouve des résultats déficitaires sur ces épreuves. Et puis la mémoire de travail spatiale serait déficitaire. Donc cette différence en fait, peut être expliqué par un effet de difficulté, parce que dans la tâche de Williams et al., c'était simplement une tâche de NBAC. Donc la charge, en fait, elle reste relativement faible, puisqu'elle n'est que de 2, alors que dans l'expérience de Kiep et al., c'était des empans en verre. Donc là, on est vraiment allé pousser les personnes jusqu'à la limite de leur capacité. Donc peut-être que cet effet de difficulté permet de voir que les personnes qui ont un TSA ont un empan plus faible que les personnes contrôlent. Donc ensuite, on passe à l'inhibition, donc deuxième fonction exécutive. Donc on peut utiliser la tâche du Stroop, je pense que tout le monde la connaît, où on demande aux participants, dans la condition d'inhibition, de nommer la couleur de l'encre plutôt que de lire le mot. Donc là, on aurait rouge, vert, bleu, jaune, etc. On peut aussi avoir donc, le test de Hailing. Là, les participants, on leur présente donc, des phrases, mot à mot, je crois. Et puis, à la fin de la phrase, ils doivent soit donner le mot attendu, donc quand ils se sont rencontrés, ce fut le coup de foudre, soit donner un autre mot dans la condition inhibition. Donc, par exemple, les prisonniers se sont évadés de la séance, voilà, pour ne pas dire prison. Ici, quand on regarde différentes études, on observe donc systématiquement un déficit quand l'inhibition est mesurée grâce à la tâche de Hailing, et pas quand on est sur la tâche de Stroop. Donc ici, voilà, ça peut s'expliquer potentiellement par un effet de difficulté. Je pense que potentiellement la tâche de Hailing est peut-être plus difficile parce que, en fait, en plus de l'inhibition, il faut aussi faire preuve de flexibilité pour trouver un autre mot qui remplace le mot attendu. Donc là, par exemple, dans l'exemple de la prison, il faut inhiber prison et être capable de donner un autre mot à la place. La tâche du Stroop aussi, malheureusement, elle est extrêmement connue. Dans les années 2000, il y avait des jeux vidéo qui proposaient des entraînements cérébraux avec cette tâche-là. Donc c'est aussi tout à fait possible qu'il y ait un effet d'entraînement parce que tout le monde la connaît et s'est amusé à ces petits jeux-là. Surtout quand on est en difficulté, je pense que voilà. Donc ça peut peut-être expliquer. Mais en tout cas, voilà, on retrouve quand même de façon générale un déficit d'inhibition. Ensuite, je passe à la flexibilité mentale, donc qui est quand même vraiment très caractéristique des difficultés dans les TSA. Et donc là, il y a un petit peu plus de tests utilisés. Donc, à nouveau le Stroop, mais cette fois en condition interférence. Donc là, c'est encore plus compliqué. Donc, quand c'est pas encadré, on donne la couleur de l'encre. Quand c'est encadré, on lit le mot. Donc, ça donne rouge, jaune, bleu, jaune, enfin voilà. Donc, à chaque fois, il faut être capable de switcher entre les deux consignes. Deuxième test, très connu aussi, le TMT. Donc, dans une première partie, les participants doivent relier les lettres entre elles dans l'ordre alphabétique. Il n'y a pas de chiffre sur la feuille.
Dans la deuxième partie, ils doivent alterner entre lettres et chiffres et relier, etc. Autre test de flexibilité mentale, le Wisconsin, qui est quand même beaucoup plus difficile. Donc ici, on présente 4 cartes, donc les 4 cartes que vous voyez en haut, au participant, et le participant va piocher 2 fois 64 cartes qu'il va devoir classer comme appartenant à une de ces 4 catégories au final. Le critère de jugement, il ne le connaît pas, il doit le deviner. Et au bout d'un certain... Le thérapeute va lui faire un retour à chaque fois, si c'est bon ou pas. Au bout d'un certain nombre de bonnes réponses, le critère de classification change. Et bien sûr, le patient n'est pas prévenu. Donc il va falloir de lui-même qu'il soit capable de modifier son critère de jugement. Et enfin, les fluences verbales, donc qui sont aussi une mesure de la flexibilité. Il va falloir que, donc, première condition, on peut... avoir des fluences phonologiques. La personne va mettre en place normalement une stratégie donc, basée sur la phonologie des mots. Si on lui demande de donner le plus de mots possible qui commencent par la lettre L, il va commencer par exemple avec lapin et puis suivre avec des mots qui commencent par la, donc lac, latte, larbin, etc. Puis quand il n'en trouve plus, il change un petit peu, laitue, et il repart sur les mots qui commencent par les. Deuxième condition, les fluences verbales catégorielles. Donc là, par exemple, les animaux, la personne va donner des noms d'animaux aussi par catégorie. Ça, c'est des stratégies qui vont se mettre en place de façon quasiment automatique, très très peu réfléchie par la personne, simplement c'est comme ça que les associations vont se faire. Mais il faut quand même être capable donc, de les penser et puis de switcher de catégorie quand on ne trouve plus de mots. Par exemple, quand on a fait toute la basse-cour et qu'on ne trouve plus de mots, il faut penser à passer par exemple au poisson. Donc, quand on reprend ici les données de la littérature, vous voyez, il y a beaucoup plus de choses et disons qu'il y a des résultats déficitaires et des résultats qui montrent des performances dans la norme. Donc, j'ai essayé de les classer et en fait, on voit que quand la flexibilité est induite par la consigne, les personnes qui ont un TSA vont plutôt être performantes. C'est-à-dire qu'on va leur demander explicitement d'être flexibles, donc ils vont... On peut imaginer que de façon très rigide, ils vont obéir à la consigne, alors que dans les expériences, dans les tests où on ne demande rien, où ils doivent faire preuve eux-mêmes donc de flexibilité de façon spontanée, on observe des déficits. Enfin, donc, je passe à la planification. Ici, on a le test du zoo. Donc, les participants ont un plan de zoo et ils doivent répondre à un certain nombre de contraintes. Visiter tel endroit, ne pas passer 2 fois à tel endroit, commencer ici, terminer là, etc. C'est un petit peu comme le test des commissions, sauf qu'en fait, le test des commissions, il n'existe qu'en français, je crois, donc il n'est pas du tout utilisé dans la littérature scientifique. Mais bon, globalement, c'est le même principe. On a le Key Searching Test, donc on va dire au patient, voilà, on présente un carré blanc, on lui dit que ça représente un champ et qu'il a oublié ses clés, il a perdu ses clés dans le champ. Et on va lui demander de dessiner le chemin qu'il ferait pour être sûr à 100% de retrouver ses clés. Ensuite, il y a la tour de Hanoï, donc ça c'est assez connu. On a un certain nombre d'anneaux sur une tige, on doit les déplacer sur une autre tige en utilisant, donc en faisant le moins de déplacements possible en fait, sachant qu'un petit anneau ne peut pas être placé sous un gros anneau. Et enfin, donc le test des 6 éléments. Donc là, on a 3 exercices divisés en 2 parties. Et les participants, pour optimiser leurs points, en fait, doivent faire un petit peu de chaque exercice et puis répondre à certaines questions qui valent plus de points, etc. Dans quelque chose finalement de très haché, où on doit faire preuve d'inhibition, pas continuer sur le même exercice tout le temps, etc. Donc, les résultats, ici, on voit déjà pour la tour de Hanoï que les résultats sont dans la norme. Ça, je pense que ça peut aussi s'expliquer par l'effet de difficulté, parce que, comme je vous ai montré la tour de Hanoï, finalement, la consigne est assez simple. Une fois qu'on a réussi à faire les premiers ou 2 premiers essais, on peut plus ou moins adopter toujours la même stratégie. Il y a beaucoup moins de fonctions exécutives en œuvre, par exemple, que dans le test du zoo, où on doit retenir toutes les contraintes, etc. Et puis, justement, donc dans le test du zoo, là,
on a une étude qui trouve des résultats déficitaires et puis une étude qui trouve des résultats dans la norme. Voilà, on peut imaginer que c'est un effet de population aussi, parce que ce n'est pas tous les TSA qui présentent des déficits des fonctions exécutives. Donc, on peut imaginer que la différence s'explique comme ça. Après, si quelqu'un a des propositions, on peut en discuter. Voilà, donc en somme, les résultats de la littérature, ils sont assez variables. Donc, ça suggère une certaine compensation pour les tâches qui sont peu coûteuses ou alors assez explicites. Il y a une méta-analyse qui a montré également qu'il n'y a pas de différence significative en fonction des différents domaines investigués. C'est-à-dire que la taille d'effet, le déficit est le même, quelle que soit la fonction exécutive considérée. Bien sûr, toutes les personnes qui présentent un TSA ne sont pas concernées, mais il y a quand même significativement plus de personnes avec un TSA qui présentent un trouble exécutif que de personnes contrôle. Donc ce serait environ 38%. Et puis surtout, et ça c'est quelque chose d'assez clinique, même s'il y a aussi des études, de la littérature scientifique qui en parle, la plainte subjective, elle est souvent plus importante que le trouble objectivé, parce que chez les personnes TSA sans DI, ils arrivent bien à compenser pendant les tests. Donc, sur la deuxième partie de cette présentation, l'idée, c'est de regarder un petit peu ce qui a pu se faire en termes de remédiation cognitive et en termes finalement de programme de remédiation cognitive spécifique pour les adultes sur les fonctions exécutives. Il n'y a pas énormément de choses. Donc, je présente ici une première étude. C'est un programme de 18 mois, en fait, donc qui a pour objectif de travailler dans un premier temps la neurocognition et dans un second temps la cognition sociale. Donc là encore, on n'est pas sur quelque chose de spécifique aux fonctions exécutives. Les participants, en fait, travaillent sur ordinateur. Ils vont d'abord s'entraîner sur des processus bas niveau, puis sur des choses de plus haut niveau, comme la résolution de problèmes, etc. Puis, dans un deuxième temps, ils forment des groupes pour travailler la cognition sociale. Il y avait assez peu de précision sur la méthode dans le papier. Globalement, ils observent une amélioration de la neurocognition, sauf pour l'attention, et puis une amélioration de la cognition sociale. C'est plutôt positif, mais c'est une étude qui a été faite sans groupe contrôle, qui est quand même pas spécifique aux fonctions exécutives, donc on ne sait pas exactement. Il n'y a pas d'évaluation fonctionnelle, donc peut-être que les personnes ont bien compensé, ont mieux réussi les exercices, mais au final, ça n'a peut-être pas changé grand-chose dans leur quotidien. Il n'y avait pas de tâches à domicile, donc on n'était pas dans quelque chose qui parlait de transfert. Donc c'est peut-être plutôt aussi de l'entraînement que de la remédiation cognitive à proprement parler. Je vous présente une deuxième étude donc, qui utilise un programme qui n'est pas non plus spécifique au TSA, mais en fait, ils voulaient essayer donc, ce programme qui était à la base développé pour l'anorexie mentale dans le cadre des TSA. Donc, il y a 10 sessions individuelles de 40 minutes au rythme de 1 fois par semaine ou de 1 fois toutes les 2 semaines. Donc, on peut voir aussi que c'est un rythme qui est beaucoup moins soutenu que dans la plupart des programmes. On avait une évaluation en post et en follow-up à 3 mois. Donc là, l'avantage de cette étude, quand même, c'est qu'ils évaluent spécifiquement la flexibilité, donc avec le test de Brixton, le TMT, le Wisconsin et le Stroop. Ils observent une amélioration tendancielle pour le Wisconsin et le Brixton, mais pas d'amélioration pour les autres tests, sachant que finalement, le Wisconsin, une fois qu'on a compris le truc, c'est pas forcément pertinent de le réutiliser. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils observent une amélioration, avec un effet test-retest qui, je pense, est assez important pour cet exercice. Certains patients voient des améliorations fonctionnelles, et ce sont ceux qui effectuaient les tâches à domicile, parce que peut-être certains étaient un petit peu moins investis et ne les faisaient pas, ou peut-être aussi que finalement, ceux qui étaient déjà en mesure de faire des tâches à domicile étaient déjà capables en fait de faire du transfert. Donc forcément, ils avaient moins de difficultés et donc ils avaient plus d'améliorations fonctionnelles. On peut imaginer. Donc, en somme, on a un trouble exécutif qui est encore mal connu et mal spécifié. Le peu de programmes proposés ne semble pas s'appuyer sur les particularités de la population TSA. En observation clinique, en fait, les personnes ont des difficultés à opérer le transfert. Ça, c'est des choses qu'on repère tous, avec peut-être à cause du manque de flexibilité spontanée, du manque de vision globale, donc qui empêche en fait d'appliquer ce qu'on a vu en séance à la vie quotidienne. Et puis surtout, c'est des personnes qui vont avoir de la facilité à compenser en situation de test, parce que, en tout cas, les personnes qui ont un bon niveau cognitif. Donc, peut-être aussi qu'elles compensent
en remédiation, quand on fait les exercices, et puis qu'après, finalement, en situation réelle, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ici, j'essaie de proposer un petit peu des réflexions autour de ça et de ce qui peut être fait pour améliorer les prises en charge. Donc peut-être travailler plus sur le comportement dans l'idée d'améliorer le transfert. Donc ça reviendrait en fait à faire de la remédiation fonctionnelle. Oui, mais ça va encore plus limiter le champ du transfert. C'est-à-dire que si on travaille spécifiquement sur une situation problématique, au final, on ne favorise pas la résolution de plusieurs problématiques. Au plus de ça, la question qu'on peut se poser, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait des émotions. Parce qu'on sait que dans les TSA, il y a une anxiété qui est quand même très importante et qui va favoriser la rigidité. Donc peut-être que travailler sur les émotions, ça peut améliorer les bénéfices de la remédiation. Donc l'idée, ça pourrait peut-être être d'intégrer la remédiation avec des exercices classiques, comme on a d'habitude, papier, crayon et informatisé, dans un modèle qui serait plus TCC, avec des sessions en parallèle pour travailler l'anxiété, donc je dis par exemple la pleine conscience, mais voilà, et puis des sessions plus comportementales pour travailler davantage les difficultés fonctionnelles et le transfert. Merci. Marie, moi j'avais une question. L'autisme, il y a quand même une très très grande hétérogénéité dans les formes. Est-ce que dans les études qui ont envisagé donc ces difficultés dans les fonctions exécutives ont évoqué aussi dans quelle variabilité les personnes pouvaient se trouver au niveau des de la magnitude des difficultés elles-mêmes, la taille des faits. Donc, du coup, oui, la taille des faits. Du coup, il y a cette méta-analyse en fait, donc de Demetriou et collaborateurs qui parle effectivement de grande variabilité dans les tailles des faits, mais qui au final montre quand même sur, je crois qu'à la fin ils ont plus de 12 000 patients, mais par contre c'est enfants et adultes confondus. Et il y a beaucoup plus d'études chez l'enfant. Voilà. Chez les adultes, après, je pense aussi que mon regard clinique est un petit peu biaisé parce que les personnes qui arrivent donc, au CL3R et puis à TS2A, donc qui est spécifique sur l'autisme, généralement ont quand même des très bons niveaux intellectuels parce que c'est des personnes qui ont bien compensé et c'est pour ça qu'elles sont diagnostiquées qu'à l'âge adulte. Donc voilà, c'est peut-être dans les observations que je fais, que je parle beaucoup de compensation, etc. C'est peut-être biaisé aussi par rapport à ça. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des difficultés qui sont beaucoup plus généralisées. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, il y a une question en ligne. Oui, il y a 2 questions en ligne. Donc d'abord, peu de programmes de remédiation cognitive ciblent spécifiquement les fonctions exécutives chez les personnes TSA. Mais existe-t-il des programmes ciblant spécifiquement les fonctions exécutives, que l'on soit TSA ou pas ? Alors moi je pensais par exemple à RECOS qui a des modules spécifiques sur les fonctions exécutives pour la schizophrénie. Voilà, enfin, c'était surtout... Ça a énorme impact sur les fonctions exécutives et la mémoire de travail, puisque c'est quasiment, à part le module attentionnel, working memory, flexibilité, planification, on tourne autour des fonctions exécutives. Donc le programme en lui-même peut-être pas, mais en tout cas les modules spécifiques du programme, oui. Merci. Et une deuxième question. Alors pour les personnes ayant des difficultés à transférer sur le quotidien et qui pourraient présenter une difficulté de flexibilité spontanée, peut-on imaginer des séances de remédiation cognitive écologique, par exemple dans l'environnement direct du patient ? Oui, du coup, c'est un petit peu ça que j'entends par remédiation fonctionnelle. Enfin, c'est vrai que du coup, dans l'environnement direct du patient, c'est à la limite ce qu'il y a de mieux. Mais après, il faut voir l'intérêt. Disons que c'est plus vraiment de la remédiation. Il y a un intérêt fonctionnel réel, mais l'objectif de la remédiation, ça va être quand même de travailler au niveau cognitif pour ensuite qu'il y ait des transferts. Donc, cliniquement, c'est intéressant, mais peut-être qu'on s'éloigne un peu du champ de la remédiation tel qu'on le définit. En tout cas, dans tout ce qui est équipe de secteur orientée réhabilitation,
ils font beaucoup de transferts au quotidien à partir des exercices de remédiation, avec un travail fait par les case managers dans les différentes unités. Donc oui, et même les parents peuvent s'emparer des exercices pour faire après du transfert au quotidien avec les enfants ou l'entourage d'un adulte. Merci beaucoup, Marie, pour ce très intéressant panorama.